Alors, aujourd'hui, on va traiter un sujet ou bien un cours qui s'intéresse au processus de management et ça rentre dans le cadre de notre module qui est l'introduction au management. Donc, pour mener à bien notre présentation, on va s'intéresser rapidement aux quatre activités du process management, ça sera à savoir la planification, qui s'appuie généralement sur une analyse de l'organisation. On a l'organisation, qui détermine la composition des groupes de travail. La direction, quant à elle, qui a pour but de stimuler et d'orienter les efforts des individus. Et enfin, le contrôle, qui évalue le rendement et redresse la situation par rapport aux objectifs fixés. Alors, déjà, on va commencer par une petite définition du management, donc qui désigne l'ensemble des outils et techniques de direction, d'organisation et de gestion d'une organisation. Il vise à optimiser l'usage des ressources d'une organisation en vue de la réalisation d'un objectif. Souvent, le management est défini comme étant l'action, l'art ou la manière de conduire une organisation, de la diriger, de planifier son développement et de la contrôler. Donc son domaine d'application s'étend à tous les domaines d'activité de l'entreprise. Il existe différentes formes de management appliquées à différents domaines. On parle par exemple du management des organisations, le management stratégique, le management opérationnel, le management marketing ou bien le management de projet, etc., etc. Donc pour résumer, c'est un processus qui consiste à, premièrement, fixer des objectifs, choisir les moyens de les atteindre, coordonner les efforts des membres de l'entreprise à travers des actions collectives ou individuelles et mobiliser les ressources vers la réalisation et l'atteinte des objectifs fixés. Et enfin, d'évaluer l'atteinte des objectifs. Commençons maintenant par la première activité qui est la planification. Donc la planification, en tant que process ou sous-process, consiste à déterminer de quelle façon les ressources d'une entreprise seront utilisées pour obtenir les résultats désirés. Elle permet de choisir entre plusieurs la meilleure option qui permettra d'atteindre l'objectif de la façon la plus efficace. La planification est un process qui permet d'identifier les objectifs à atteindre et les moyens les plus avantageux pour les réaliser. Et ce, à travers quoi? À travers ces quatre parties ou bien quatre étapes. On a la détection des points faibles et forts de l'organisation, la détermination des objectifs à court et moyen terme, l'appréciation de l'écart entre la situation actuelle, la réalité, et les objectifs, c'est-à-dire ce qu'on veut atteindre comme objectif, et enfin l'identification des activités à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Donc, la décision étant prise, maintenant il faut construire le plan. Et le processus de planification se décompose ainsi en trois étapes. La première étape consiste à la formulation du plan stratégique, qui découle directement de la stratégie et on est la traduction directe sur le long terme. Donc, dans cette phase, bien la formulation du plan stratégique définit les grandes lignes directrices ainsi que leurs articulations en termes de moyens et de durée. Après, on passe à la deuxième étape qui est l'établissement des plans opérationnels. Dans cette étape, ou bien les plans opérationnels définissent l'action quotidienne à moyen et court terme de chaque membre de l'organisation. Et la troisième étape qui est la détermination du budget, et c'est la traduction, je dirais, monétaire des objectifs des programmes d'action. Donc ce processus est consolidé par une infrastructure organisationnelle et par la définition des rôles de chacun dans l'élaboration, je dirais, dans l'élaboration des plans. D'accord? Donc passons maintenant à la deuxième partie qui est l'organisation. Alors l'organisation est la partie la plus visible du management car elle permet de définir les tâches à accomplir, de les regrouper et d'établir des liens de subordination, de coopération et d'information. Les formes d'organisation sont diverses, mais le dénominateur commun que l'on peut retenir, c'est la division du travail.
Donc, c'est la répartition des tâches ou la division des travaux. Donc, on peut les répertorier, ces formes d'organisation, autour de quatre catégories suivantes. Alors, on a l'organisation par fonction. On a l'organisation par fonction, pardon, euh, qui regroupe les tâches selon le critère de spécialisation. Même si son efficacité est reconnue car elle permet d'avoir une bonne utilisation des ressources spécialisées, mais elle pose certains problèmes car elle est à l'origine de nombreux conflits. On a l'organisation par deuxième type ou deuxième forme, c'est l'organisation hiérarchique. Donc cette structure repose sur le principe de l'unité de commandement énoncé par Henri Fayol qui entraîne une seule relation d'autorité-subordination. Donc elle est à la forme d'une pyramide, là où l'autorité circule à un sens unique du haut vers le bas, et l'échelon supérieur détient l'autorité suprême et peut la déléguer à l'échelon immédiatement inférieur. Là on parle de une organisation hiérarchique avec le niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Donc on a l'organisation hiérarchico-fonctionnelle. Ce type de structure place à côté de la ligne hiérarchique un ou des états-majors composés de spécialistes, c'est-à-dire fonctionnels, dont le rôle consiste à éclairer les décisions de la direction générale et des décideurs opérationnels. Donc le personnel des états-majors ne dispose pas de pouvoir de commandement contrairement aux opérationnels. Le principe est celui de la double ligne. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle le staff and line. Donc, on a une ligne qui dispose d'une autorité générale, un pouvoir de commandement, et une autre ligne qui a d'une autorité dans la spécialité, un pouvoir de conseil. Par exemple, on a le directeur général, on a les différentes directions qui gèrent les opérationnels, mais on a une fonction support ou bien une fonction de conseil. Par exemple, pour le contrôle de gestion, c'est une fonction de conseil. On peut, si on arrive à voir ce genre d'organisation, on peut parler d'une organisation staff and line. Donc la ligne hiérarchique est celle des décideurs et elle est composée des opérationnels. Parmi ceux règne une unité de commandement très nette et la ligne de conseil qui est formée des fonctionnels qui étudient, proposent, suggèrent mais qui ne décident pas. C'est le cas, je dirais, des auditeurs et des contrôleurs de gestion. Par exemple, des conseillers, le secrétaire général par exemple, et les chargés de mission, etc., etc. Bon, et après on a l'organisation matricielle. Bon, cette structure adopte le principe de la dualité de commandement, c'est-à-dire le personnel a deux supérieurs hiérarchiques en même temps. Par exemple, juxtaposition d'une structure hiérarchique et géographique. Donc cette dualité de commandement peut être temporaire ou permanente et on parlera ainsi d'une structure par projet par exemple ou une structure multidimensionnelle. Alors ces formes d'organisation se distinguent les unes des autres par le degré de délégation, le degré de décentralisation, les moyens de coordination et le nombre d'unités opérationnelles et fonctionnelles. Ainsi, le choix d'une structure pour une organisation reste délicat car il dépendra d'une multitude de facteurs, orientation, les hommes en présence, le style de direction, culture d'entreprise, environnement, etc. Donc actuellement, je dirais, d'une structure pour une organisation reste délicat car il dépendra des facteurs, comme je viens de vous le dire, et comment dirais-je, dernièrement et actuellement, on voit que les formes organisationnelles connaissent des transformations radicales et sur trois niveaux, je dirais, on voit qu'il y a une déhiérarchisation. Bon, j'arrive toujours pas à dire ce mot. Donc la déhiérarchisation, afin de raccourcir, les circuits de décision et de rendre toute son importance à la ligne managériale. On a une accentuation de la décentralisation afin d'accroître la flexibilité et l'adaptabilité à un environnement moins prévisible. Et on voit qu'il y a un décloisonnement des structures favorisant la communication interne et le développement des réseaux
tant à l'interne qu'à l'externe. Alors maintenant, on va passer à la troisième activité qui est la direction. Donc, le but de la direction est d'animer les hommes et les femmes qui planifient, organisent et contrôlent afin de donner vie à l'organisation. Donc pour cela, 5 points peuvent être qualifiés de majeurs. Le premier point, c'est la motivation, qui fait appel à de nombreuses théories et méthodes. Parmi ces théories, on a la théorie classique, le Taylorisme, qui est à l'origine de la plupart des systèmes de compensation financière, la théorie des besoins, la théorie de Maslow, pyramide de Maslow, la théorie des deux facteurs avec Herzberg, qui considère qu'il y a deux classes d'éléments motivants. Il y a les facteurs intrinsèques ou facteurs de satisfaction et de motivation, c'est-à-dire la réalisation de soi, la reconnaissance, l'intérêt du travail, la responsabilité, les possibilités de promotion et de développement, etc., etc. Puis les facteurs extrinsèques ou des facteurs d'insatisfaction, qui sont par exemple la politique du personnel, le style de supervision, les relations interpersonnelles, conditions de travail et de salaire. Après, on a la théorie de pulsion, qui trouve son origine dans les principes de l'hédonisme ou de l'être humain choisi parmi différentes actions, celle qui maximise son plaisir ou minimise sa peine. On a la théorie des attentes, on a la théorie de l'équité, etc., etc. Après, on va passer à la deuxième partie qui est bien le deuxième point qui est le pouvoir. Donc, c'est la faculté d'un individu ou d'un groupe d'individus de faire à d'autres quelque chose qu'ils n'auraient pas fait de leurs propres initiatives. Cette relation n'est pas à sens unique et de ce fait engage la notion de négociation bien sûr. Donc il est possible de classer le pouvoir en différentes catégories. On a là le pouvoir de rémunération, c'est-à-dire de donner ou refuser une augmentation de salaire, le pouvoir normatif ou de manipulation, c'est-à-dire d'utiliser des récompenses symboliques, comme par exemple l'estime, la reconnaissance, des symboles, des gestes, etc. On a le pouvoir de coercition qui donne recours à la crainte, aux sanctions et au contrôle. On a le pouvoir légitime, à travers la reconnaissance légitime et implicite par un individu de l'influence d'un autre. On a le pouvoir de référence, c'est-à-dire à travers l'acceptation de subir l'influence d'un individu. On a le pouvoir d'expertise qui dépend de ce que l'individu connaît ou ce qu'il possède en termes de ressources. Et voilà. Donc après, on va passer au deuxième point. Je pense que ça devient un peu lent cette vidéo, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de cerner en quelque sorte l'ensemble des points qui animent ou qui permettent d'avoir et d'atteindre le but de la direction, l'activité direction, à savoir l'animation des hommes, la planification et l'organisation. Et surtout de pouvoir donner des exemples par la suite. Et j'attends impatiemment vos commentaires pour toute question par rapport à ce sujet-là. Donc on continue sur les 3 points qui nous restent. On a le conflit. Donc c'est une source d'instabilité euh, et des agrégations dont l'origine peut être la concurrence, une mauvaise définition des rôles, les différences de perception de l'organisation, l'acuité accrue des faiblesses et des autres, des faiblesses des autres. Le management doit minimiser les effets des conflits en détectant rapidement les sources, en engageant des remédiations, des remèdes. Toutefois, le conflit peut être recherché pour la simulation qu'il procure. C'est-à-dire, par exemple, des fois on peut créer un conflit
un conflit positif, je dirais, en disant à un collaborateur que le travail de l'autre collaborateur a permis de réaliser un chiffre d'affaires de temps et que qu'on n'est pas satisfait de ça, de son rendement et qu'il va falloir qu'il augmente son rendement et son chiffre d'affaires et que les autres disent sur lui qu'il est incompétent et qu'il passe la majorité de son temps à faire du n'importe quoi sans se focaliser sur son rôle qui est de commercial par exemple, etc., etc. Donc, des fois, à travers ces conflits, on peut stimuler, je dirais, euh, 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 une certaine motivation des personnes. Je ne sais pas si j'ai passé si le message est bien compris. Alors, par la suite, on va passer au quatrième point qui est le commandement. Donc, lors d'une relation entre individus, l'un peut exercer une influence euh, prépondérante sur l'autre dans le cadre des règles précises et de normes formelles édictées par l'organisation. Donc, cette relation peut varier d'un dirigeant à un autre en fonction de la perception qu'il a de ses subordonnés et aussi par rapport au style de management de chaque dirigeant. Ça, on peut le voir sur les 10 rôles du manager ou bien les quatre types de management évoqués par Henri Mintzberg. Après, on a le dernier point qui est le changement. Donc le changement est un élément important du management car il a pour but de modifier les croyances, les attitudes, les structures des organisations afin que ces dernières puissent s'adapter aux évolutions de leur contexte. Donc le management ici doit le favoriser en impliquant les membres de l'organisation afin d'éviter les blocages. Et pour susciter les changements, les démarches sont généralement planifiées et nécessitent une longue période d'action et il reste proche de la démarche de planification, savoir la, la, la PDCA, à travers le diagnostic, l'élaboration d'un plan d'action et la mise en œuvre de ces actions et le suivi. Passons maintenant à l'activité contrôle. Donc, le manager doit s'assurer que les résultats sont conformes à ses objectifs. Le contrôle est donc un process à la fois actif, c'est-à-dire des actions de correction avant la constatation de résultats, mais aussi réactif avec la correction après les résultats. Donc fortement développé, je dirais, le contrôle est fortement développé dans le management. On peut parler de plusieurs types de contrôle, ça on va le voir par la suite. Donc selon les modes et les époques du management et l'évolution du management, l'approche du contrôle est différente. On a l'approche classique qui favorise par exemple le contrôle rigide et traditionnel, tandis qu'à l'opposé, certaines théories favorisent la mise en œuvre de l'autocontrôle et ainsi on peut parler de trois types de contrôle. On a trois phases du contrôle. On a la fixation des standards. On se met d'accord sur des standards. Donc, il s'agit de déterminer des éléments de référence auxquels est comparé le résultat. Ils sont élaborés en fonction du résultat souhaité, se rapportant à un élément clé dont l'existence conditionne le succès d'ensemble et résulte d'une synthèse de plusieurs observations. On a la deuxième phase pardon, qui est la mesure et la communication du résultat. Donc les techniques quantitatives de gestion permettent de mesurer les résultats tandis que la communication vise à favoriser l'information des acteurs concernés par ces données et l'action corrective à travers la modification de l'objectif, le renforcement d'un résultat obtenu ou l'inaction sont les trois voies que peuvent prendre les actions correctives. Donc soit on est aligné avec ce qu'on veut et il va falloir qu'on garde ce même niveau d'activité. Donc
et pas d'action à mettre en place, soit on n'a pas encore atteint nos objectifs et donc il va falloir renforcer, il va falloir qu'on mette en place un plan d'action de correction pour faire évoluer les choses, soit qu'on a atteint et qu'on a dépassé les objectifs, et à ce moment-là, il va falloir qu'on renforce encore une fois le niveau de résultat à fixer par la suite dans les prochaines années, etc. Par exemple. Alors, bon, après, on parlera aussi des types de contrôle. Donc, là, je vais vous citer trois typologies de contrôle, à savoir le contrôle anticipé. Donc, les résultats ici sont prédits et une action corrective est mise en œuvre avant que l'opération ne soit terminée. On a ce qu'on appelle le contrôle tout ou rien. C'est là où l'opération n'est accomplie qu'après être passée avec succès au travers d'un processus de filtrage avec plusieurs filtres. Et on a le contrôle posteriori qui est dont les résultats sont comparés au standard une fois que la tâche a été accomplie. Donc ça c'est les trois niveaux de contrôle ou typologies de contrôle. Donc quel que soit le mode de contrôle choisi, le management a ici un rôle essentiel pour prendre en compte les réactions des hommes face au contrôle. Par exemple, l'absentéisme, l'apathie, départ de l'organisation, les dimensions, les démissions, etc., etc. Donc surtout s'il est imposé. Sa mise en œuvre et donc doit tenir compte des aspirations du travailleur. Les standards doivent être négociés et il doit y avoir adéquation du contrôle avec les autres composants du management, à savoir la planification, l'organisation et la direction. Donc je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.